J'avais vécu dans cette maison pendant 25 ans. Chaque clou, chaque planche portait la chaleur de mes mains et le souffle de ma femme. Mais un jour, un téléphone qu'ils ont oublié de raccrocher m'a révélé la vérité. On n'avait plus besoin de moi. Dans leur plan, je n'étais qu'un vieil homme prêt à être emballé dans un établissement confortable. J'ai écouté en silence. Ce soir-là, ils m'ont vendu avec la maison alors que j'étais encore assis à la même table. Mais ils ont oublié une chose. J'étais encore en vie et mes mains se souvenaient encore comment construire et comment détruire. Si cette histoire a touché votre âme, cliquez sur s'abonner et dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. Je suis vraiment curieux de savoir d'où vous venez. Je m'appelle George Miller. J'avais 72 ans et j'avais construit des maisons pour d'autres toute ma vie. Je savais comment poser des fondations qui ne bougeraient pas, comment monter des murs pour qu'ils ne se fissurent pas en hiver, comment construire un toit qui pourrait supporter le poids de la vraie neige du Colorado. Ce que je n'ai jamais appris, c'est comment vivre dans une maison qui ne me semblait plus être la mienne. C'est arrivé un jeudi soir, une de ces nuits de printemps où le vent avait encore un mordant, mais où le jardin sentait faiblement la terre qui se réveille. Je venais de finir de dîner, du pain de viande réchauffé du début de la semaine, une habitude que j'avais gardée depuis le décès de ma femme, Hélène. Je ne cuisinais plus, pas vraiment. Je réchauffais juste des choses et je gardais les portions assez petites pour ne pas avoir honte de gaspiller ce que je ne pouvais pas finir. J'étais assis dans le vieux fauteuil d'Hélène, le cuir usé et lisse sur un accoudoir où elle posait sa main en lisant. La télévision murmurait en arrière-plan, mais je ne la regardais pas. J'aimais juste la compagnie du bruit. La maison était devenue trop silencieuse depuis son départ. Les sons qui définissaient notre vie, ses pas, le tintement de sa tasse sur la soucoupe, le doux tournoiement des pages, avaient disparu depuis longtemps. Maintenant, les seules choses qui bougeaient étaient les ombres et moi. C'est alors que le téléphone a sonné. Pas le portable que je gardais pour les urgences, mais le téléphone fixe mural de la cuisine. Je l'utilisais encore. De vieilles habitudes, je suppose. L'écran s'est allumé avec le nom de ma fille, Kathleen. J'ai souri. Je me suis levé lentement et je me suis dirigé vers lui. Le linoléum a grincé sous mes pas, comme il l'avait toujours fait. J'ai décroché le combiné, les calé entre mon épaule et mon oreille, et je l'ai salué comme je le faisais toujours. La conversation a été brève, agréable, répétée. Elle m'a demandé si je mangeais bien, j'ai dit que oui. Elle m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose, j'ai dit non. Elle m'a demandé si j'avais pensé à prendre mes pilules, et j'ai dit oui, même si je ne l'avais pas encore fait. Tout cela faisait partie d'un scénario familier. Nous nous sommes dit au revoir, et j'ai doucement reposé le combiné sur son socle. Sauf que je ne l'ai pas bien reposé. Quelque chose dans l'angle, ou peut-être l'usure du plastique, a fait que la connexion est restée. L'appel ne s'est pas terminé. Au début, je ne l'ai pas remarqué. J'ai rincé mon assiette, essuyé le comptoir et je me dirigeais vers le couloir quand j'ai entendu des voix, faibles mais claires. Je me suis retourné. Le haut-parleur du téléphone était toujours actif. Il n'avait pas raccroché. La voix de Kathleen flottait, sans plus jouer la comédie, sans plus être adoucie par l'affection. Son ton avait changé pour quelque chose de plus vif, quelque chose qu'elle pensait que je n'entendrais jamais. Je suis resté immobile, pas figé, pas effrayé, juste immobile, comme le moment avant qu'une poutre ne soit mise en place, et où tout le monde sur le chantier se tait, retenant son souffle. Ces mots me parvenaient clairement maintenant. Elle parlait à Jérémie, son mari. Ils étaient toujours en ligne, toujours en train de parler, supposant que la conversation était terminée,
Il parlait de moi. Pas de me rendre visite, pas de m'emmener déjeuner, pas des fleurs de printemps ou de comment je tenais le coup. Il parlait de me mettre dans une maison de retraite. Jérémie a dit qu'il était temps. Kathleen était d'accord. Je devenais un fardeau, a-t-elle dit. J'avais failli laisser le brûleur allumé sur la cuisinière cette semaine-là. Et si je mettais le feu à la maison? Je ne l'avais pas fait. Je m'en étais rendu compte. Je m'en rendais toujours compte. Mais ça n'avait pas d'importance. Jérémie parlait chiffres. La maison pourrait se vendre près d'1 million, peut-être plus avec le marché actuel. Kathleen a mentionné Boulder, cette propriété avec vue sur la montagne qu'ils avaient regardée, celle avec les grandes fenêtres et le plan ouvert. Il a dit que c'était l'occasion parfaite. Elle a ri. Ce rire m'est resté plus longtemps que tout le reste. Pas cruel, pas méchant, juste indifférent, détaché. Le rire de quelqu'un qui résout un problème. Je suis resté là, dans la cuisine, les doigts posés sur le bord du comptoir que j'avais installé moi-même avec du bouleau poncé d'une scierie du Nord. Mes articulations touchaient à le bois même qu'Hélène polissait chaque vendredi avec de l'huile de lavande. La maison autour de moi avait mis 25 ans à être construite, un détail à la fois. J'avais fait chaque centimètre moi-même. Chaque poignée de porte, chaque charnière, chaque carreau de la salle de bain des invités, mes mains les avaient tous touchés. C'était notre projet, notre vie. Cette maison avait entendu nos disputes, nos rires, notre chagrin. Elle nous avait tenus fermes à travers les tempêtes, littérales et autres. Et maintenant, ce n'était plus que de la valeur nette dans leur bouche. Pas une seule fois dans cette conversation ils n'ont prononcé mon nom. Pas une seule fois ils n'ont dit le mot « papa » ou même « Georges ». J'étais devenu il, lui, le problème, la situation. Je n'ai pas raccroché. Je n'ai pas fait de bruit. Je suis juste resté là et j'ai écouté, comme un homme dans sa propre tombe, entendant les mots prononcés sur la terre qui allait bientôt le recouvrir. Finalement, l'appel s'est terminé. La ligne est devenue silencieuse. La cuisine était de nouveau calme. Je me suis assis sur la chaise près du téléphone et j'ai regardé le mur un long moment. Je pouvais sentir mon pouls au bout de mes doigts. Non pas de colère, non pas de peur, d'un calme que je n'avais pas connu depuis des années. Le genre de calme que l'on ressent lorsque le brouillard se lève et que l'on voit enfin la route devant soi. Il pensait que je déclinais. Il pensait que j'étais fatigué, confus, seul. Peut-être que je l'étais. Mais je n'étais pas faible. J'avais construit ma vie de mes propres mains. J'avais porté des poutres plus lourdes que cette trahison. J'avais fait les calculs, payé les factures, et pavé l'allée de ma propre sueur. J'avais mis de la nourriture sur leur table bien avant qu'ils ne s'assoient ensemble à une table. Et il me restait une chose qu'ils n'avaient pas, le temps. Pas en années, non, il m'en restait moins que la plupart. Mais j'avais du temps en jours, en heures, du temps pour prendre des décisions, du temps pour réfléchir, du temps pour agir. Je me suis levé et j'ai de nouveau parcouru la maison, pièce par pièce, comme si je la voyais pour la première fois. Le couloir où Kathleen avait fait ses premiers pas, les escaliers qu'Hélène et moi avions peints 3 fois avant de nous décider pour coquille d'œuf. La salle à manger où les anniversaires s'étaient confondus à la lueur des bougies et du glaçage. Cette maison n'était pas à eux, pas tant que j'étais encore là. J'ai éteint les lumières une par une, j'ai traversé le silence, et je me suis arrêté devant la photo d'Hélène sur la cheminée. Elle me regardait comme elle l'avait toujours fait, comme si elle connaissait la fin avant moi. Ma fille pensait que le téléphone était devenu silencieux, mais ce n'était pas le cas, et moi non plus.
je me suis réveillé tôt le lendemain matin, avant que le soleil ne perce les bords du ciel. La maison était encore sombre, encore silencieuse, et je me suis déplacé à travers elle par mémoire. Je n'avais pas besoin de lumière pour savoir où étaient les coins, ou où les lattes du plancher grinçaient légèrement sous mon talon. Mon corps connaissait le rythme de cet endroit. Il le connaissait depuis 25 ans. Je me suis assis à la table de la cuisine avec une tasse de café que je ne voulais pas particulièrement, mais que je préparais par habitude. La cafetière a cliqué et a fumé comme elle l'avait toujours fait. C'était la même machine qu'Hélène avait insisté pour que nous achetions en 2007 parce qu'elle faisait un café fort et rapide. Maintenant, elle crachotait légèrement au deuxième cycle, mais ça ne me dérangeait pas. Il y avait du réconfort dans les choses qui refusaient de se casser, même quand elles avaient toutes les excuses pour le faire. Alors que la lumière du matin s'étirait sur le comptoir, j'ai commencé à parcourir la maison, non pas sans but, mais avec les pas mesurés de quelqu'un qui fait l'inventaire. Je devais la revoir tout entière, mais pas avec les yeux d'un propriétaire. Je devais la regarder comme Kathleen et Jérémie la regardaient. Je devais la voir non pas comme une vie, mais comme un bien. Je devais la regarder comme quelqu'un regarde une maison qu'il prévoit de vendre. Alors j'ai marché, pièce par pièce. J'ai commencé dans l'entrée. La porte d'entrée était toujours le chêne original que j'avais choisi lors des dernières étapes de la charpente. Lourde, solide, fiable. J'ai passé ma main le long des panneaux que j'avais sculptés moi-même, avec une défonceuse empruntée. Le grain était familier. Il s'était assombri avec l'âge, mais gardait chaque coupe, chaque rainure. Je me souviens l'avoir poncé pendant des heures dans le garage, Hélène lisant à proximité, tous deux excités à l'idée de franchir une porte qui était vraiment la nôtre. Pour un acheteur, ce n'était qu'une entrée démodée. Pour moi, c'était le premier seuil que nous avions franchi ensemble. Dans le couloir, j'ai remarqué le patch dans le mur en placo, où Kathleen avait heurté le coin avec son vélo à l'âge de 8 ans. Je l'avais réparé le lendemain avec un peu d'enduit et de peinture qui ne correspondait pas tout à fait. La lumière le frappait toujours différemment, et je n'avais jamais pris la peine de repeindre tout le mur. Chaque fois que je voyais la marque, je souriais. Ça me rappelait des genoux écorchés et la façon dont Hélène m'avait grondé pour avoir laissé Kathleen faire du vélo à l'intérieur ce jour-là. Pour eux, ce serait un défaut. Une imperfection visuelle. Pour moi, c'était de l'histoire. Je suis entré dans le salon, le cœur de la maison, avec ses larges fenêtres et ses moulures finies à la main. J'avais installé les moulures couronnées un week-end laborieux, ratant les 3 premiers angles, avant de finalement y arriver. Le manteau de la cheminée était fait de bois de récupération de mon premier chantier, poncé jusqu'à ce qu'il brille comme neuf. Les matins froids, je m'asseyais là avec Hélène, tous deux tenant des tasses dans nos paumes, tandis que le feu crépitait. Nous avions construit cette pièce non seulement avec du bois et des clous, mais avec du souffle et de la patience. Pour eux, c'était de la superficie. Une ligne dans une annonce. Dans la salle à manger, la table était partie, mais les empreintes restaient dans le tapis où les pieds s'étaient tenus. Cette table avait accueilli tous les Thanksgiving, tous les anniversaires, toutes les fois où Kathleen était rentrée avec des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Je m'étais assis à cette table quand Hélène m'avait annoncé son diagnostic, et je m'étais assis à cette même table seul, le lendemain des funérailles. Les murs savaient tout cela. Pour eux, c'était un argument de vente. Lumière naturelle, plancher de bois franc d'origine. Je suis monté à l'étage. La chambre principale avait à peine changé. L'oreiller d'Hélène était toujours de son côté du lit. Je n'avais pas eu le cœur de l'enlever. Le placard portait encore la douce trace de son parfum. Ses robes pendaient en rangées nettes,
intacte, non jugée. Je suis resté dans cette pièce plus longtemps que prévu, sentant sa présence comme une couverture pliée sur mes épaules. Mais dans une brochure, cette pièce deviendrait une suite principale avec potentiel de rénovation. De l'autre côté du couloir se trouvait l'ancienne chambre de Kathleen. Des murs jaunes, maintenant délavés, quelques autocollants à l'intérieur de la porte du placard, vestiges d'une enfance qui semblait incroyablement lointaine. Le bureau blanc que j'avais construit pour son 16e anniversaire se tenait toujours sous la fenêtre, rayé par des années de devoirs, de vernis à ongles et de notes écrites au feutre effaçable. Je l'avais vu grandir dans cette pièce, se disputant sur les couvre-feux, célébrant les acceptations à l'université. Je me souviens m'être tenu à cette porte le jour où elle a déménagé avec ses boîtes scotchées et ses yeux brillants d'ambition. Maintenant, il la voyait comme une deuxième chambre, parfaite pour une chambre de bébé ou d'amis. Je suis monté au grenier. J'avais installé l'échelle escamotable moi-même, renforcé les joints, posé des planches sur les poutres pour ranger les boîtes uniformément. Là-haut se trouvaient des décennies de nos vies, des décorations de Noël dans des cartons usés, des vêtements de bébé dont Hélène avait refusé de se séparer, de vieux albums photos qu'elle avait l'intention de numériser un jour. L'air était épais de poussière et de silence, et quand j'ai soulevé le couvercle d'une boîte et que j'ai vu le petit pull brodé qu'Hélène avait tricoté à la naissance de Kathleen, quelque chose en moi a eu mal. Mais il ne grimperait pas à cette échelle. Il paierait quelqu'un pour la vider. Il jetterait tout. De retour en bas, je suis allé à la cuisine. Mes empreintes étaient dans le joint entre les carreaux. J'avais refait le dosseret après qu'Hélène ait arraché une page d'un magazine et dit « Qu'est-ce que tu penses de celui-là » Les comptoirs en granit avaient une paillette d'or qui attrapait la lumière le matin. Hélène aimait se tenir là, pieds nus, tenant son thé. Même après le début de ses traitements, elle se rendait encore à la cuisinière la plupart des matins, insistant pour garder le rythme, aussi longtemps qu'elle le pouvait. Les acheteurs ne verraient rien de tout cela. Ils se demanderaient si les appareils étaient en acier inoxydable. Ils demanderaient l'âge de l'unité de climatisation. J'ai ouvert le garde-manger. Un pot de confiture était sur l'étagère du haut. Myrtille, sa préférée. Je n'y avais pas touché. Certaines choses, on ne les ouvre tout simplement pas. Je suis allé au garage. Ça sentait le bois, l'huile et le temps. Mes outils pendaient exactement là où je les avais laissés. Chaque panneau perforé avait un but. L'établi contenait des chutes de projets inachevés, y compris un petit cadre photo que j'avais commencé à faire avant le dernier séjour d'Hélène à l'hôpital. J'avais l'intention de le finir. Je ne l'ai jamais fait. Ils appelleraient ça un garage pour 2 voitures avec un potentiel de rangement. J'appelais ça une cathédrale d'efforts. Je suis retourné au centre de la maison et je suis resté en silence. Je pouvais entendre les tuyaux se contracter légèrement, le chauffage se mettre en marche. Dehors, le vent bougeait à travers les arbres, avec un son que je connaissais par cœur. J'ai regardé les pièces, les murs, les détails que personne d'autre ne remarquerait. Il verrait une propriété, de la valeur, un levier. Mais je savais ce qu'il ne pouvait pas savoir. Cette maison n'était pas seulement une structure. C'était la peau de ma vie. Et il l'avait déjà réduite à un prix. Dans leur voix, j'entendais des feuilles de calcul et des projections. Ils avaient transformé chaque poutre, chaque clou, chaque heure de sueur en une décision de marché. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était un effacement. Ils ne vendaient pas une maison. Ils vendaient le dernier endroit qui se souvenait de qui j'étais vraiment. Le sous-sol était plus froid que le reste de la maison, et l'air portait cette odeur de béton humide
et de vieux papiers qui me ramenaient toujours à la première année de notre emménagement. J'avais fini l'espace de mes propres mains, à l'époque où je croyais en la permanence. Ce n'était jamais luxueux, juste des étagères, une table de travail et des rangées de boîtes étiquetées. Mais c'était le mien, mon ordre, ma logique, ma retraite silencieuse. Je l'appelais l'archive en plaisantant à moitié. Hélène riait et disait « Un jour, il nous faudra une carte pour trouver quoi que ce soit là-dedans. » Mais je savais où tout se trouvait. Toujours. Ce matin-là, après avoir parcouru la maison, je suis descendu avec un but. Les escaliers ont grincé dans un rythme familier sous mes pieds. L'ampoule au-dessus du palier a vacillé un instant avant de céder complètement, sa lueur douce et jaune comme un souvenir. Je me suis arrêté au bas de la marche. Tout semblait exactement comme je l'avais laissé, mais quelque chose semblait différent, comme si les boîtes elles-mêmes savaient qu'elles étaient devenues inutiles. J'ai commencé par l'armoire métallique. Sur l'étagère du haut se trouvaient nos déclarations de revenus, classées par année, remontant à 1982. J'ai sorti un dossier au hasard. À l'intérieur se trouvaient les marques d'une vie que je contrôlais autrefois, des formulaires W2, des relevés de propriété, des déductions détaillées. Chaque ligne était un fil dans un filet qui nous avait autrefois maintenus à flot. Il fut un temps où je pensais qu'être organisé signifiait être préparé, que la préparation signifiait la sécurité, que la sécurité signifiait l'amour. Mais tous les reçus du monde ne m'avaient pas préparé à ce qui allait arriver. Je suis passé à la boîte suivante, les dossiers médicaux. Le nom d'Hélène imprimé en gras sur des dizaines d'enveloppes manilles. Visite chez le médecin, résultats de tests, batailles avec l'assurance. Je me suis souvenu des mois que nous avions passés à lire ces chiffres, ces graphiques, comme si les comprendre pouvait arrêter ce qui arrivait à son corps. J'avais surligné des passages, griffonné des notes dans les marges, comme un étudiant désespéré de réussir un cours que personne ne pouvait expliquer. Et quand elle est décédée, j'ai tout classé, soigneusement, parce que c'est ce que je faisais, c'est qui j'étais. À côté se trouvaient les dossiers d'amélioration de la maison, manuels pour la chaudière, reçus pour l'isolation, un dossier étiqueté 2011, toit. Chaque centime comptabilisé, chaque étape suivie. Une vie entière à entretenir quelque chose que nous pensions abriterait notre fille longtemps après notre départ. C'était la promesse que j'avais faite à Hélène, que Kathleen n'aurait jamais à lutter pour un toit, que cette maison serait son héritage. Et maintenant, il l'avait réduite à de la valeur nette. J'ai ouvert une plus petite boîte marquée « Kathleen, école ». À l'intérieur se trouvaient tous les bulletins scolaires, tous les certificats de récompense, un projet artistique froissé en forme d'oiseau qui ne tenait jamais tout à fait en équilibre sur ses pattes en fil de fer. J'ai trouvé les relevés de frais de scolarité de Stanford, la lettre de bourse pour laquelle elle avait pleuré dans la cuisine, les chèques que j'avais faits sur la ligne de crédit hypothécaire pour couvrir ce que l'aide financière ne couvrait pas. Je ne lui avais jamais dit le taux d'intérêt, je n'avais jamais rien demandé en retour. La paternité, pour moi, consistait à assumer silencieusement la dette. J'ai sorti un dossier en cuir du tiroir du bas. Il était lourd, usé sur les bords. À l'intérieur se trouvaient les papiers de l'hypothèque, l'acte de propriété original, les documents de refinancement. Ma signature apparaissait encore et encore, des boucles et des lignes gravées dans l'obligation. J'ai passé mes doigts sur le sceau en relief du notaire, me souvenant du poids du stylo dans ma main, le jour où Hélène et moi avons signé. Nous avions trinqué avec de la limonade sur le porche, pensant que nous en avions fini avec les appartements pour toujours.
Et maintenant, cette même maison était commercialisée sans moi. Je me suis assis sur le vieux tabouret en bois à côté du classeur. Mes genoux ont craqué en m'asseyant et j'ai grincé des dents. Mais ce n'est pas la douleur qui m'a affecté. C'était l'écho. J'avais construit cet endroit avec l'idée que l'ordre nous protégeait, que si je gardais les registres pleins et les murs droits, l'amour tiendrait. Mais l'amour, il s'est avéré, ne se souciait pas des registres. J'ai cherché dans une boîte d'archives que je n'avais pas ouverte depuis des années. En haut se trouvaient des lettres de ma mère, papier fragile, boucles cursives s'estompant. En dessous, des reçus de notre première voiture, de notre deuxième réfrigérateur, la facture de l'hôpital à la naissance de Kathleen. J'ai trouvé une enveloppe avec l'écriture d'Hélène qui disait « Pour Georges, au cas où ». Je ne l'ai pas ouverte. Pas encore. Elle était trop lourde dans ma main. Je l'ai mise de côté doucement, comme quelque chose de sacré. Un dossier contenait des impressions d'emails de l'époque où Kathleen étudiait à l'étranger. J'avais gardé chacun d'eux, ses descriptions de Paris, ses plaintes sur la météo, sa joie timide. Je les ai lus lentement, comme si les mots pouvaient changer, m'offrir quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils étaient un brillant, jeune, distant. Dans une autre boîte se trouvait les chèques que j'avais faits au cours des 10 dernières années. Acompte, sauvetage, cadeaux déguisés en prêts qui n'étaient jamais destinés à être remboursés. Je me suis souvenu de chaque moment, l'appel téléphonique d'excuses, le ton urgent, la façon dont j'avais toujours dit oui. Il y avait tellement de oui, tellement de juste cette fois-ci. J'avais donné, non pas parce que j'étais riche, mais parce que je croyais que c'était mon rôle. Je croyais que c'était ce que faisaient les pères. Maintenant, je voyais comment ces oui les avaient entraînés à me voir comme sans fin. Pas humain, pas vieillissant, pas fatigué, juste un coffre-fort avec une voix faiblissante. Je me suis levé et j'ai arpenté la pièce, m'arrêtant dans le coin où se trouvait un vieux coffre-fort. Je l'avais gardé principalement par sentimentalisme, bien qu'à l'intérieur se trouvaient quelques obligations, une petite réserve d'urgence et la boîte à bijoux d'Hélène. Je l'ai déverrouillé, le code revenant à mes doigts, comme s'il n'était jamais parti. À l'intérieur se trouvait le médaillon qu'elle portait tous les dimanches, son alliance et une broche que sa grand-mère lui avait transmise. Kathleen avait dit qu'elle les voulait un jour, mais un jour était devenu une stratégie. L'héritage était devenu une attente. J'ai refermé le coffre-fort et je me suis rassis. Ce sous-sol contenait tout. Chaque choix, chaque compromis. C'était plus qu'un espace de rangement. C'était une preuve. La preuve que j'avais essayé, que j'avais travaillé, que je les avais aimés de la manière que je connaissais, par la structure, par la fiabilité, par une présence silencieuse et inébranlable. Mais ils n'avaient pas voulu de présence. Ils voulaient un produit. J'ai de nouveau regardé la pièce et j'ai réalisé ce que je devais faire. Cette archive, ce musée de moi, ce n'était plus pour eux. Ça n'aurait jamais dû l'être. S'ils avaient oublié ce qu'il y avait en bas, c'était leur perte. S'ils me pensaient vieux, fini et jetable, c'est parce qu'ils n'étaient jamais descendus ces escaliers. Ils n'avaient jamais pris le temps de voir ce que j'avais gardé. Mais quelqu'un d'autre le pourrait. Quelqu'un qui comprendrait que la valeur n'est pas seulement ce que l'on hérite. C'est ce que l'on préserve et ce que l'on protège. Je n'étais pas entré dans un cabinet d'avocats depuis plus de 2 décennies. La dernière fois, c'était quand Hélène et moi avions mis à jour nos testaments,
choisissant des tuteurs pour Kathleen en cas de tragédie que nous ne pensions jamais voir arriver. Nous avions quitté cette réunion en nous tenant la main, solennels mais rassurés, comme si la simple signature de ces papiers pouvait tenir la mort à distance. Mais les choses semblaient différentes maintenant, plus froides, non pas à cause de la température de la pièce, mais parce que cette fois, je suis entré seul. Le bâtiment était modeste, en briques rouges avec des volets usés et une rangée de jardinières en béton fissuré remplie de lierre mourant. Une plaque près de la porte indiquait « Barnes & Keating, succession, fiducie, immobilier ». Le nom n'avait pas changé depuis des années. Je me souvenais de Barnes plus jeune, avec les manches retroussées et une cravate qui n'était jamais droite. Le temps nous avait tous les deux usés, mais je me demandais s'il se souviendrait de moi. La réceptionniste m'a demandé d'attendre, et je me suis laissé tomber dans un fauteuil en cuir dur qui a grincé sous mon poids. J'ai ajusté ma posture, les genoux douloureux, le dos raide. Sur le mur en face de moi étaient accrochées des photographies encadrées d'anciens clients souriant à côté de leurs avocats, des couples heureux, des transferts réussis, des mains sûres. Mais il n'y avait pas de cadre pour des hommes comme moi. Pas de photo de l'homme qui entre quand le monde qu'il a construit lui a déjà été discrètement enlevé. Le couloir menant au bureau arrière était tapissé d'une moquette qui étouffait chaque pas. On m'a offert un siège en face d'un bureau qui semblait plus lourd que tout ce que je pouvais soulever maintenant. J'ai placé un dossier en cuir usé sur la table et je l'ai ouvert avec soin. À l'intérieur se trouvèrent des copies de l'acte de propriété original, de la fiducie que j'avais rédigée avec Hélène, des évaluations fiscales, des documents d'expertise. J'avais tout organisé avec la même précision que j'utilisais pour mesurer la pente d'un toit ou la profondeur d'une tranchée de fondation. Tout devait s'aligner. Chaque fait devait tenir. Quand l'avocat a commencé à examiner les documents, je suis resté silencieux. J'ai regardé ses yeux passer d'une ligne à l'autre, ses doigts faisant glisser chaque page légèrement vers l'avant, comme pour enlever la poussière de l'incrédulité. Je n'étais pas nerveux, je n'avais pas peur. Je ne ressentais qu'une certitude calme et creuse que ce moment se préparait depuis longtemps. Il ne s'agissait pas de vengeance, il s'agissait d'ordre, de reprendre ce qui avait été supposé perdu. Il a posé quelques questions. J'ai hoché la tête. Puis il a expliqué mes options, non pas en jargon juridique, mais en termes fermes et patients, comme s'il avait fait cela pour d'autres hommes comme moi, des hommes qui avaient passé leur vie à croire que subvenir aux besoins suffisait. Mais il n'a rien dit que je n'avais pas déjà recherché. J'avais lu, surligné, souligné. Je m'étais préparé. Mon nom figurait toujours sur tous les documents importants. Mon autorité restait intacte. Ils avaient planifié mon déclin, mais ils l'avaient fait prématurément. Je n'étais pas parti. Je n'étais pas inconscient. J'étais très présent. Et maintenant, j'étais prêt. J'ai demandé à l'avocat d'initier un transfert. Non pas de propriété, mais de conditions. Je placerai la maison dans une fiducie irrévocable. Les bénéficiaires changeraient. La vente, si elle avait lieu, nécessiterait mon approbation, et tout contrat existant conclu à mon insu serait légalement nul. Cela seul a fait que l'avocat s'est légèrement reculé, les sourcils levés. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement tapoté à nouveau le papier et lui ai dit de procéder. Nous avons discuté des délais, des notifications légales, des périodes de silence. Ma signature devrait apparaître sur plusieurs documents. Des témoins seraient arrangés. Nous avons examiné qui serait informé, quand et comment. Il n'y aurait pas de drame, pas de gros titres. Juste une réorganisation ferme de ce qui était déjà à moi.
L'avocat a demandé si je voulais poursuivre en dommages et intérêts pour fausse déclaration. J'ai secoué la tête. Je ne cherchais pas à punir. Je cherchais à m'isoler d'eux, à construire des murs là où il n'y avait eu que des portes ouvertes. À un moment donné, j'ai sorti une plus petite enveloppe de la poche de mon manteau. À l'intérieur se trouvait une note que j'avais écrite la nuit après avoir entendu la voix de Kathleen au téléphone, après l'avoir entendue m'appeler un fardeau, un problème à résoudre. Elle n'était adressée à personne. C'était plus comme une déclaration, une limite, une ligne dans le sable. Je l'ai posée sur le bureau de l'avocat et j'ai demandé qu'elle soit conservée avec mon dossier pour être livrée dans des circonstances spécifiques. Il ne l'a pas lue. Il a juste hoché la tête et l'a glissée dans un dossier avec les autres. La dernière chose que nous avons examinée, c'était l'accès. Mes comptes, mon empreinte numérique, les documents nécessaires pour révoquer les autorisations partagées, annuler les autorisations de tiers, supprimer l'accès bancaire lié. Nous avons procédé méthodiquement. Mes mains, bien que plus lentes, se souvenaient de chaque signature. J'ai paraphé, signé, daté. L'avocat a posé des sceaux là où c'était nécessaire. Le son de chaque tampon était comme un coup de marteau silencieux contre les vieilles fondations que je renforçais. Quand la paperasse a été terminée, je suis resté assis un moment, fixant les dossiers maintenant remplis de mes décisions. C'était comme poser des briques dans un mur que j'aurais dû construire il y a longtemps, non pas pour tenir les gens à l'écart, mais pour protéger le peu qui m'appartenait encore. Ma dignité, mon espace, ma voix. L'avocat s'est levé et m'a remercié d'être venu. Je l'ai remercié de m'avoir écouté. En sortant, la réceptionniste a souri poliment. Je lui ai rendu son sourire par habitude, mais mon esprit était ailleurs. Dehors, le ciel était gris, mais sec. J'ai marché lentement jusqu'à ma voiture, mes pieds stables sur le trottoir. En ouvrant la portière, je me suis arrêté pour regarder le bâtiment. Il se tenait là comme une sentinelle, vieux mais solide, comme moi. En rentrant, je n'ai pas allumé la radio. J'avais besoin du silence. J'avais besoin d'entendre ma propre respiration, de compter les kilomètres comme des pas mesurés vers quelque chose de final. J'avais fait ce que j'étais venu faire. Le reste suivrait. Il pensait déplacer des pièces sur un échiquier, élaborant une stratégie pour un avenir sans moi. Mais je venais de récupérer l'échiquier. Et il ne savait même pas encore que les règles avaient changé. J'avais construit des maisons à partir de rien. J'avais coulé les fondations de mes propres mains. J'avais porté des cloisons sèches jusqu'à ce que mon dos crie et que mes genoux me fassent mal. Je savais ce que signifiait transpirer tout un été dans le Tennessee, saigner sur du bois, inhaler de la poussière jusqu'à ce qu'elle se dépose dans mes os. Je n'ai jamais été le genre d'homme qui avait besoin de rappel de l'effort. Mon corps en portait le bilan. Les fissures dans mes articulations, la cicatrice le long de mon tibia, la douleur dans mes épaules qui ne s'estompait jamais complètement, même les matins calmes, c'étaient mes trophées. Mais la seule chose que je n'ai jamais apprise, pas complètement, pas d'une manière qui comptait quand elle aurait dû, c'était comment me valoriser. Pas seulement mon temps, ma valeur, le coût réel du travail. Je me souviens m'être assis au bord de mon lit, les reçus étalés comme des cartes à jouer, de vieilles déclarations de revenus, des relevés bancaires, des notes de sous-traitants, des photocopies de plans où mes initiales subsistaient dans chaque coin. Je ne les gardais pas par fierté. Je les gardais parce qu'ils étaient la seule preuve que j'avais un jour compté. Que quelque part, dans un registre de comté ou un classeur de propriétaires, j'existais au-delà de papa ou le vieil homme qui ne conduit plus.
Chaque poutre que j'ai soulevée avait un coût. Chaque toit que j'ai réparé sous la pluie avait un prix. Chaque chèque de paie que j'ai partagé entre une hypothèque et des leçons de ballet, entre des appareils électroménagers cassés et des cadeaux d'anniversaire, avait été une décision silencieuse. Eux d'abord. Toujours eux. Et maintenant, assis avec ces papiers sous une lumière jaunie, je réalisais qu'aucun de ces sacrifices n'avait été enregistré dans leur mémoire. Pas dans la voix de Kathleen quand elle a oublié de raccrocher le téléphone. Pas dans le sourire narquois de son mari quand il parlait de la maison, comme d'une coquille encombrante à se débarrasser. Pas dans l'annonce immobilière que j'avais trouvée en ligne, décrivant un potentiel charmant dans une maison où Hélène avait un jour pleuré de joie après avoir peint la chambre de bébé. Il ne connaissait là pas la valeur des clous que j'ai enfoncés dans ses murs. Les heures que j'ai passées à réparer le chauffage pour que Kathleen n'ait pas froid cet hiver-là, quand la tempête a coupé la moitié du réseau. Ils n'ont pas calculé les heures supplémentaires que j'ai faites juste pour payer ses demandes d'admission à l'université. Tout invisible, tout supposé. Le travail d'amour est souvent non rémunéré, mais plus cruel que cela, il est souvent oublié. Cette semaine-là, je suis allé au garde-meubles que je n'avais pas visité depuis des années. Le code du portail fonctionnait toujours. La poussière se déposait toujours de la même manière sur le sol en béton. J'ai ouvert l'unité 417 et j'ai été frappé par l'odeur d'huile, de carton vieilli, de rouille et de mémoire. À l'intérieur se trouvaient les vestiges de l'œuvre de ma vie, des outils que je ne pouvais plus tenir avec force, des pièces de rechange pour des machines vendues ou données depuis longtemps, des trophées d'un passé dont personne ne se souciait de demander des nouvelles. Je ne suis pas venu pour récupérer quoi que ce soit. Je suis venu pour mesurer. Chaque article dans cette unité avait eu un prix, un reçu, un sacrifice. Je me souviens avoir caché le coût d'une nouvelle perceuse à Hélène en disant que c'était un cadeau d'un fournisseur. Je me souviens avoir sauté le déjeuner pendant 2 semaines pour m'offrir un meilleur jeu de niveau. Rien de glamour, rien de digne d'une histoire. Mais tout était à moi. Et pourtant, les personnes que j'aimais le plus m'avaient attribué une valeur que je n'avais pas choisie. Ils m'ont évalué à l'inconvénient, à l'embarras, à être trop difficile à gérer. Un homme à reloger, à gérer, à ranger comme les outils mêmes que j'avais utilisés pour construire leur vie. J'ai quitté le garde-meuble sans rien dans les mains, mais avec une décision prise dans ma poitrine. Je ne serais pas évalué par ceux qui ne voyaient que mes pas lents, qui prenaient le silence pour de la soumission. Je ne serais pas emballé dans un récit de déclin, alors que les échos de mon travail chantaient encore dans chaque coin de cette maison. Le lendemain matin, j'ai ouvert un tableur. Ça a pris du temps. Mes yeux n'étaient les plus ce qu'ils étaient, et mes doigts, bien que stables, avaient une raideur qui m'agaçait plus que je ne l'admettrais. Mais j'ai listé chaque maison que j'ai construite, chaque grand projet que j'ai achevé. J'ai suivi les années, les contrats, les primes, les anniversaires manqués. J'ai construit mon propre bilan, un bilan que personne ne pourrait effacer ou ignorer. J'ai totalisé la somme, non seulement en dollars, mais en temps, en coût pour le corps, pour l'âme. Et puis, sous ce total, j'ai tapé une seule phrase. Et pourtant, il était considéré comme un fardeau. J'ai imprimé le document et je l'ai placé à côté du dossier de formulaire juridique du cabinet d'avocats. Je n'avais pas l'intention de le donner à Kathleen ou à son mari. Ce n'était pas pour eux, c'était pour moi. Pour voir clairement, en encre noire sur papier blanc, que j'avais assez donné. Plus tard dans la journée, j'ai reçu une alerte par email. La maison était répertoriée comme « vente en attente ».
Un acheteur avait soumis une offre. Une date de clôture était en discussion. Et pourtant, personne n'a appelé pour demander si j'avais besoin d'aide pour faire mes cartons. Personne n'a mentionné où j'irais. C'est alors que j'ai compris ce qu'ils avaient vraiment fait. Ils n'avaient pas seulement mis un prix sur une maison, ils avaient mis un prix sur toute ma vie et avaient décidé qu'elle valait moins que la commodité. Mais ils avaient fait une erreur, parce que l'homme qui construisait des maisons savait aussi en protéger une. Et tout comme je renforçais des poutres avec de l'acier avant un ouragan, j'avais maintenant renforcé mon monde avec de la pierre juridique. Aucune vente ne passerait. Aucune clé ne tournerait. Il m'avait mal évalué. Le coût du travail n'est pas seulement dans le faire, il est dans le souvenir. Et je m'étais souvenu de tout. Ça ne s'est pas passé de manière dramatique. Pas de coups de tonnerre, pas d'éclairs à la fenêtre. Pas d'appels téléphoniques en colère ou de voix élevées. C'était calme. Presque trop calme pour quelque chose de si permanent, de si irréversible. Mais c'est ainsi que le changement arrive souvent pour des hommes comme moi, dans l'immobilité, avec un stylo à la main et un nom griffonné au bas d'une page. Le cabinet de l'avocat était beige. Non pas le beige doux et chaleureux qui vous accueille, mais le genre terne et bureaucratique qui vous fait savoir que ce n'est pas un endroit pour le confort. C'était un endroit pour les décisions. Je me suis assis dans le fauteuil du coin, celui sans accoudoir, parce que je détestais la sensation d'être enfermé. L'horloge au mur avait une seconde de retard sur l'heure réelle. J'ai remarqué ça immédiatement. J'ai toujours eu un bon sens pour ce qui n'allait pas, ce qui ne correspondait pas tout à fait. Dans la construction, cet instinct m'avait sauvé de blessures plus d'une fois. Maintenant, il me disait que le monde avançait légèrement plus vite que là où j'étais assis, et je devais rattraper mon retard. Devant moi se trouvaient les papiers, pas beaucoup, juste assez pour paraître lourd, le genre de poids qui ne vient pas de l'épaisseur de la pile mais de ce qu'elle porte. Ils étaient là propres, professionnels, remplis d'un langage que je ne comprenais pas entièrement mais que j'avais étudié pendant des heures la nuit précédente. Des mots comme révocation, transfert de droit, fiducie irrévocable. Je n'étais pas habitué à ce genre d'outils. Mes outils étaient physiques, tranchants et directs. Mais je reconnaissais le pouvoir quand je le voyais. Ces papiers étaient le pouvoir. J'avais lu chaque ligne 3 fois. Non pas parce que je doutais de l'avocat, il avait été gentil, méthodique et patient avec moi, mais parce que je devais assumer ce que j'allais faire. Je devais le comprendre entièrement, le soutenir non pas comme un homme qui avait été poussé à faire quelque chose, mais comme un homme qui l'avait choisi. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la récupération. Le stylo était lisse dans ma main. Il m'en avait offert un plus beau, un stylo plume avec une garniture en or. Mais j'ai refusé. Je voulais utiliser le stylo à bille noire bon marché que je portais dans la poche de mon manteau depuis des années. Il avait écrit des listes de courses et des rappels pour acheter des ampoules. Il avait signé des cartes de Noël et des notes de remerciement. Il avait entouré des articles de journaux et fait des coches sur les anciens bulletins de Kathleen. Il n'était pas spécial, mais il était à moi. Et il avait un dernier travail à faire. J'ai signé. Juste comme ça. Les lettres de mon nom se sont enroulées lentement, délibérément. Pas tremblantes, bien que mes mains aient commencé à trembler dernièrement, surtout dans le froid. Mais ce jour-là, elles étaient stables. Ma signature n'avait pas changé depuis des décennies. C'était la seule partie de moi qui n'avait pas vieilli, pas visiblement. George Miller entrait ferme, le G toujours trop large.
le M comme une tente à moitié effondrée. Mais il était là, indubitablement le mien. Et quand la dernière courbe du R s'est estompée dans le silence, je l'ai senti. Quelque chose en moi a changé. Toutes ces années, j'avais été un homme qui construisait pour les autres, qui donnait des morceaux de lui-même, un travail à la fois, un sacrifice à la fois, qui reculait pour que les autres puissent avancer, qui croyait que l'héritage signifiait leur laisser avoir plus, tandis que vous acceptiez moins. J'avais confondu l'amour avec la reddition, j'avais confondu la loyauté avec l'obéissance. Mais cette signature, c'était le contraire de tout ça. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas vengeur, c'était la prise de possession silencieuse d'une vérité que j'avais ignorée, que ma vie, mon travail, ma maison et ma mémoire comptaient, que je n'étais pas une relique à archiver ou un objet à déplacer, que j'avais encore une voix, même si je ne l'élevais pas. L'avocat a hoché la tête, confirmant que tout était en ordre. Il a proposé de faire des copies. J'ai dit oui. J'en garderai une dans mon classeur, une autre dans mon coffre-fort. Une troisième, je la placerai dans le tiroir près du lit, sous ma montre et mon portefeuille. Non pas pour Kathleen, non pas pour son mari, mais pour moi-même, pour me rappeler, chaque fois que j'ouvrirai ce tiroir, que je n'avais pas disparu, que j'avais agi. Plus tard, en sortant du bureau, l'air semblait plus lourd qu'en entrant. Les nuages pendaient au bas, incertains de laisser tomber la pluie ou de laisser passer la journée au sec. Je suis resté longtemps sur le trottoir, non pas parce que j'étais fatigué, mais parce que je m'ajustais. M'ajustant à l'homme que je venais de devenir, ou peut-être à l'homme que j'avais toujours été mais que je n'avais jamais pleinement reconnu. J'ai pensé à la maison, la façon dont Kathleen descendait les escaliers deux par deux, la façon dont Hélène arrangeait les livres sur l'étagère par couleur, la fissure dans la troisième latte du plancher près de la cuisine, où j'ai laissé tomber une clé à douille en 88 et que je n'ai jamais pris la peine de réparer parce que le son qu'elle faisait sous le pied me faisait sourire. La balançoire dans le jardin, rouillée maintenant, mais autrefois une cathédrale de rire d'enfant. Il l'avait appelée juste une propriété. Il l'avait mesurée en mètres carrés et l'avait évaluée selon les tendances du marché. Mais je l'avais vécue. Je l'avais construite non pas avec du béton et du bois, mais avec de longs matins, de tardives nuits et le genre d'amour qui ne demande jamais de crédit. Maintenant, elle n'était plus entre leurs mains. La signature avait tout changé. Non seulement l'acte, non seulement la vente, mais l'équilibre de la dignité. Il ne saurait jamais le moment où c'est arrivé. Ils ne le soupçonneraient jamais jusqu'au jour où leurs hypothèses se briseraient contre la réalité qu'ils ne pourraient plus contrôler, jusqu'au jour où ils tourneraient leurs clés dans une serrure qui les avait oubliés. Et moi, je serais ailleurs, observant, me souvenant, et plus silencieux. Je n'avais jamais beaucoup pensé aux serrures auparavant. C'était juste des choses qu'on installait parce qu'il le fallait, comme des détecteurs de fumée ou des numéros de maison. À l'époque où je travaillais dans la construction, j'installais des pennes dormants et des mécanismes de verrouillage par réflexe, sans philosophie. Une serrure était un outil pour garder quelque chose à l'extérieur, ou quelqu'un à l'intérieur. Mais ce mois-là, elles sont devenues des symboles, non seulement de protection, mais de séparation, de choix, de contrôle. Et après avoir signé le dernier papier, les serrures sont devenues la première chose que j'ai changée. La quincaillerie avait toujours les mêmes ventilateurs de plafond poussiéreux qui tournaient au-dessus, le même jazz endormi jouant d'une radio plus vieille que la moitié du personnel. Je me suis garé loin de l'entrée par habitude, même s'il y avait des places près de l'avant.
J'avais toujours marché un peu plus, me disant que c'était pour mon cœur, même quand je n'y croyais pas. J'ai parcouru les allées comme si je les connaissais, et c'était le cas. Section 12 pour la quincaillerie extérieure. Laiton, acier, nickel brossé. J'ai passé mes doigts sur les emballages comme si je lisais du braille. J'ai choisi le pêne dormant le plus lourd qu'ils avaient, du genre avec une cote de haute sécurité et des plaques renforcées. Non pas parce que je craignais une effraction, mais parce que je voulais que le silence de son clic soit final. Je voulais l'entendre se glisser en place et savoir que j'avais récupéré quelque chose. J'ai aussi ajouté une serrure à clavier intelligent. Je savais comment ces choses fonctionnaient. Installation simple, code temporaire. Je n'aurais rien à expliquer à personne. Le code pouvait changer aussi souvent que je le voulais. Contrôle, pas peur, pas de paranoïa, juste des limites, quelque chose que je n'avais pas eu depuis longtemps. De retour à la maison, j'ai étalé les outils sur le porche. Tournevis, perceuse, niveau. Le bois avait vieilli un peu depuis la dernière fois que j'avais remplacé le cadre de la porte, mais il tenait bon, comme moi. Cette maison avait été construite avec patience et sueur, et la porte d'entrée avait été ouverte des milliers de fois à des enfants aux chaussures boueuses, à des voisins empruntant du sucre, à ma femme quand elle revenait de l'église sentant la pluie et la lavande. Maintenant, elle ne s'ouvrait qu'à moi. J'ai retiré l'ancienne serrure lentement. Elle a résisté au début, les vis usées par des années d'utilisation. Ça m'a rappelé comment les vieilles habitudes s'accrochent, comment elles ne lâchent pas facilement, même quand on sait qu'il est temps. Mais une par une, je les ai libérées. Chaque tour de tournevis me donnait l'impression de desserrer l'emprise d'un passé qui ne me servait plus. J'ai mis l'ancienne serrure de côté sur une serviette. Pas pour être réutilisée, pas pour être rappelée. L'installation de la nouvelle serrure a été plus rapide que prévu. Les pièces se sont emboîtées avec une facilité presque arrogante. Le dernier tour du pêne dormant a résonné dans la maison silencieuse comme un verdict. Puis j'ai programmé le clavier. 4 chiffres. Pas ma date de naissance, pas celle de Kathleen, rien qu'il ne devinerait. Juste des chiffres qui ne signifiaient quelque chose que pour moi. Cette nuit-là, j'ai dormi sans vérifier 2 fois la porte. Pour la première fois depuis des mois, je ne me suis pas réveillé à chaque bruit. Mais les serrures n'étaient pas la fin. Il y avait l'enveloppe. Je l'avais achetée des semaines plus tôt, quand l'idée avait commencé à prendre forme. Pas n'importe quelle enveloppe, mais une enveloppe en lin épais, du genre utilisé pour les invitations de mariage ou les avis juridiques. Elle avait du poids. C'était important ce qu'on ressentait en la tenant. On ne pouvait pas la froisser et la jeter. Elle insistait pour être lue. À l'intérieur, j'ai placé une seule feuille de papier manuscrite, pas tapée. Je voulais qu'il voie mon écriture, qu'il reconnaisse ma main, qu'il sache que c'était la mienne et non un jargon juridique froid. J'avais réécrit la note 4 fois, jetant les versions précédentes dans la cheminée comme de vieux brouillons d'une confession. La version finale était brève. Pas d'explication, pas d'accusation, pas de supplication. Juste un fait et une signature. Un fait qu'il ne pourrait pas défaire. J'ai scellé l'enveloppe sans la lécher. J'ai utilisé un seau de cire à la place. Le même tampon en laiton que j'avais utilisé pour marquer les cartes de Noël avec Hélène. Il portait l'initiale M. À l'époque, c'était décoratif. Maintenant, c'était déclaratif. J'ai gardé cette enveloppe dans un tiroir de la table du couloir, sous une pile de papier sans importance, facture d'eau, liste de courses, coupons que je n'utiliserai jamais. Je ne voulais pas la voir tous les jours. Je ne voulais pas qu'elle se moque de moi. Mais j'en avais besoin là.
prête, pas pour être postée, pas pour être relue par moi, mais pour être placée ailleurs, le moment venu, quand la porte ne s'ouvrirait plus à la clé qu'il détenait autrefois. La maison semblait différente après le changement des serrures. Pas plus froide, pas plus seule, juste la mienne. La cuisine, avec son réfrigérateur qui bourdonne et sa charnière d'armoire de travers. Le couloir avec les éraflures que je n'ai jamais repeintes. Le miroir de la salle de bain, légèrement embué sur les bords, où je voyais encore l'homme que j'avais été. C'était un royaume silencieux, et j'étais le seul à avoir le droit de le gouverner. J'ai arrêté de répondre à leurs SMS après ça. Non par dépit, mais par clarté. Il n'y avait plus rien à expliquer. Ils avaient fait leur choix avec une certitude insouciante. Ils avaient murmuré leurs plans à travers un téléphone qu'ils pensaient muet, comme si leurs mots ne voyageaient pas, comme si je n'écoutais pas. Mais je les avais entendus, chaque mot, et maintenant, ils devraient écouter le silence. L'enveloppe attendait. Elle était patiente, comme moi. Et bientôt, quand ils reviendraient, clé en main, sourire répété, attente chargée, elle les accueillerait sur le seuil, placés avec soin, parfaitement alignés, comme pour leur souhaiter la bienvenue à la maison. Mais la maison ne les reconnaîtrait plus, et moi non plus. J'avais toujours cru que réduire la taille était quelque chose que les gens faisaient quand ils n'avaient plus le choix. Une nécessité, un signe de tête réticent face à des revenus en baisse, une santé défaillante, ou la pression silencieuse d'un monde qui n'avait plus de place pour eux. Mais quand j'ai remis la dernière clé de la vie que j'avais autrefois construite, je ne me suis pas senti plus petit. Je me sentais compressé peut-être, mais pas diminué, plutôt comme un navire rentrant au port, toujours la même structure, juste plus près du quai. L'appartement que j'ai trouvé se trouvait dans un quartier plus ancien de la ville, un quartier qui n'avait pas encore été gentrifié en quelque chose de brillant et d'insupportable. Les trottoirs étaient fissurés, les lampadaires bourdonnaient, et les gens restaient entre eux, sauf si vous aviez besoin de câbles de démarrage ou d'une tasse de sucre. J'aimais ça. L'immeuble avait 3 étages, des briques rouges délavées et un ascenseur grinçant que je refusais d'utiliser. Monter les escaliers me semblait un rituel, un rappel que j'avais encore mon mot à dire sur la direction que prenaient en mes pieds. L'unité 2B avait une petite plaque en laiton sur la porte. Le couloir extérieur sentait légèrement les oignons et l'eau de javel. À l'intérieur, l'espace était à peine plus grand que la chambre principale que j'avais. Une fenêtre, une salle de bain, une cuisine avec des placards qui gémissaient à l'ouverture et un réfrigérateur qui pleurait la nuit, comme un enfant rêvant d'orage. Mais c'était le mien, entièrement. Pas d'hypothèque partagée, pas de coin sombre où les chaussures de quelqu'un d'autre pourraient réapparaître, pas de voix chuchotée dans le couloir complotant la commodité au détriment de la parenté. Les premiers jours, j'ai à peine déballé. J'ai dormi sur un matelas par terre avec ma veste enroulée sous ma tête. Les boîtes sont restées intactes, empilées comme des pierres tombales d'une vie maintenant en pause. J'ai gardé les rideaux fermés et j'ai laissé la poussière s'installer sur le rebord de la fenêtre. J'avais besoin de temps, non pas pour faire le deuil, mais pour désapprendre. Finalement, j'ai trouvé un rythme. Les matins commençaient tôt, avec la lumière du soleil se faufilant à travers le tissu fin des stores. Je préparais du café sur la cuisinière et je m'asseyais près de la fenêtre avec une tasse ébréchée que j'avais apportée de l'ancienne maison. J'aimais le silence. Il ne semblait pas vide. Il semblait mérité, comme un silence qui avait attendu son tour. Mes genoux protestaient contre la cabine de douche étroite.
et les carreaux étaient en froid. Mais j'ai appris l'angle exact pour caler l'eau juste comme il faut. J'ai commencé à garder les choses simples. Un service de vaisselle, 2 serviettes, un balai au lieu d'un aspirateur. J'ai donné la plupart de mes meubles, non pas par principe, mais parce que les pièces ne pouvaient pas les contenir. L'appartement m'a appris la retenue. J'ai commencé à comprendre que l'abondance m'avait autrefois alourdi. Cet endroit m'a rendu léger. J'ai trouvé un petit bureau d'occasion et je l'ai placé près de la fenêtre. Dessus, je gardais un carnet et un stylo. Certains jours, j'écrivais. Pas des phrases complètes, juste des fragments. Des choses dont je me souvenais. Le son du rire de ma femme quand elle s'oubliait. La façon dont Kathleen tenait ma main avec toute sa paume quand elle avait 5 ans. Le crissement de la sciure sous mes bottes après une longue journée de travail. Je n'écrivais pas pour revisiter. J'écrivais pour libérer. Il y avait un parc à 2 pâtés de maison, un modeste carré d'herbe avec un banc tordu et une fontaine qui ne fonctionnait jamais tout à fait. J'y marchais l'après-midi, regardant les gens passer. Personne ne savait qui j'étais. Personne ne s'en souciait. J'aimais ça. Il y avait une étrange liberté dans l'anonymat. Je pouvais être n'importe qui. Ou personne du tout. Une fois, j'ai vu une petite fille essayer de faire voler un sac en plastique comme un cerf-volant. Sa mère était assise à proximité, faisant défiler son téléphone. La fille a ri quand le sac a attrapé une rafale et s'est soulevé pendant une demi-seconde. J'ai souri. Je n'avais pas souri depuis des jours. C'était étrange, comme utiliser un muscle que je n'avais pas sollicité depuis un certain temps. Les nuits étaient les plus difficiles, non pas parce que j'étais seul, mais parce que le silence a une façon de décoller les couches que vous avez construites pour survivre. Je restais allongé sur mon lit, fixant le plafond, comptant les bruits sourds des pas de l'appartement du dessus. Je n'avais pas peur du silence. Je l'accueillais. Mais à l'intérieur, mon esprit vagabondait. Je pensais à ce qu'ils pouvaient le faire à l'ancienne maison. S'ils avaient repeint les murs, s'ils riaient dans la cuisine, s'ils pensaient encore à moi. Je me suis rappelé que ça n'avait pas d'importance. Ils avaient fait leur choix. Et moi aussi. J'ai gardé l'enveloppe avec moi. Pas l'original, je l'avais laissé derrière, mais une copie. Un rappel. Je l'ai glissée dans le tiroir à côté de mon lit, à côté de la lampe de poche et des lunettes de rechange. Je ne la regardais pas souvent, mais je savais qu'elle était là, comme un phare à l'envers. Non pas un guide pour rentrer à la maison, mais un avertissement de ne pas y retourner. Certains soirs, je faisais bouillir du riz et je réchauffais des légumes en conserve. Je trouvais du réconfort dans les petits rituels de la vie. Le clic du brûleur, le raclement de la cuillère contre la casserole. Je pensais que la vie devait être grande pour avoir un sens. Maintenant, je savais mieux. La vie devait juste être honnête. Le petit appartement ne m'a jamais semblé être une cage. Il m'a semblé être une clairière, un espace entre les chapitres, un endroit où la respiration venait plus facilement et où le poids des attentes des autres se dissolvait au seuil. J'ai commencé à mieux dormir. Je ne me réveillais plus dans la peur des pas ou des plans murmurés derrière des portes closes. Mon repos était intact, et pour la première fois depuis des années, je me suis réveillé sans crainte. Je n'ai pas beaucoup décoré, juste une photo près du lit, une photo en noir et blanc de ma femme, plus jeune que je ne l'avais jamais connue, et une plante sur le rebord de la fenêtre que j'oubliais parfois d'arroser. Elle s'accrochait à la vie quand même. Peut-être parce que moi aussi. Le petit appartement ne demandait pas d'explication. Il n'exigeait pas d'excuses.
il me laissait être. Et en me laissant, quelque chose en moi s'est adouci. Pas le pardon, mais la paix. L'argent avait toujours été un outil dans ma vie, utile, nécessaire et souvent invisible dans son fonctionnement. Je le gagnais par un travail honnête, le voyant passer entre mes mains pour les hypothèques, les courses et l'indulgence rare occasionnelle. Mais jamais je ne l'avais considéré comme une armure, pas avant de me tenir devant un bureau froid avec un dossier manille sous le bras et une signature qui signifiait que je n'étais plus sans protection. La décision de déplacer les fonds n'était pas venue rapidement. Elle avait mûri tranquillement, dans les espaces entre le sommeil et le silence, dans la solitude de mon nouvel appartement et l'écho d'un appel téléphonique qui n'était jamais destiné à mes oreilles. La voix de ma fille me hantait encore, non pas les mots eux-mêmes, mais la certitude qu'ils contenaient, la commodité avec laquelle elle élaborait des plans pour un avenir qui ne m'incluait pas. Ce n'était pas de la malveillance. C'était du droit. Le genre qui se glisse dans une maison sans être remarqué et s'installe dans les coussins. Je savais ce qu'il croyait, que l'âge affaiblit non seulement le corps mais aussi l'esprit, que je ne remarquerais pas des choses comme des formulaires placés devant moi trop nonchalamment, comme la mention désinvolte de la vente de la maison, comme la hâte polie de me mettre dans un établissement qui pourrait répondre à mes besoins. Mais j'ai tout remarqué. Chaque phrase adoucie, chaque sourire un peu trop large, chaque papier qui arrivait sans être demandé, et donc j'ai commencé à agir. La première étape a été le transfert. L'argent de la maison avait atterri dans une fiducie conjointe, du moins c'est ce qu'il supposait. Mais une fiducie, comme toute structure, n'est aussi fixe que ses fondations. J'avais construit les miennes sur des clauses et des sauvegardes, écrites dans le genre de langage que seul le temps et la douleur pouvaient façonner. Je suis retourné chez l'avocat, celui qui avait traité les papiers après le décès de ma femme, et j'ai posé des questions auxquelles je n'avais pas eu besoin de réponse auparavant. Discrètement, sans annonce, j'ai commencé à redessiner la carte de ce qui était à moi. L'appartement est devenu mon sanctuaire, mais l'argent est devenu ma porte. Je l'ai redirigé vers des comptes protégés, j'ai créé des couches entre lui et ceux qui m'avaient un jour appelé un fardeau. Je n'avais pas besoin de la richesse. J'avais besoin de la liberté qu'elle achetait. Pas de yachts ou de vacances. Juste de la distance. Juste des options. J'ai acheté un coffre-fort. J'y ai placé non seulement de l'argent, mais des preuves. Des photos, des lettres notariées, des doubles de clés et le dossier complet de la vente de la maison, signé par moi, suivi par virement. J'ai fait des copies de tout. Un jeu à la banque, un jeu envoyé à une boîte postale dans un comté voisin. La redondance n'était pas de la paranoïa, c'était de la stratégie. Certaines nuits, je m'asseyais à mon bureau avec les relevés financiers étalés comme des cartes devant moi. Je traçais les chemins d'un compte à l'autre, marquant les dates, vérifiant les soldes. Il ne s'agissait pas de cupidité. Il s'agissait de ne pas être effacé, de ne pas être mis de côté comme si mes années de travail, d'amour et de sacrifice pouvaient être converties en une ligne sur le grand livre de quelqu'un d'autre. L'avocat m'a aidé à créer une fondation, pas une grande, juste assez pour rendre les actifs moins accessibles à quiconque sauf moi. Je ne l'ai pas nommée d'après moi. Je n'ai même dit à personne qu'elle existait. Mais à travers elle, je me suis assuré que ce qui était à moi ne s'échapperait pas par signature ou sentiment. Il resterait à moi jusqu'à ce que je dise le contraire. J'ai recommencé à recevoir du courrier, non pas de ma fille ou de son mari, mais des banques, des bureaux d'enregistrement, des agents d'assurance. Chaque enveloppe était une brique dans le mur que je construisais tranquillement. Je ne redoutais plus le bruit de la fente à courrier.
Je l'accueillais. Je me suis souvenu combien de fois on m'avait dit que la famille signifiait la confiance, que nous donnons sans condition parce que nous aimons. Mais j'avais appris autre chose. L'amour sans limite devient une arme entre de mauvaises mains, et la confiance n'est pas accordée par le sang, mais par l'action. Au milieu de ces manœuvres discrètes, j'ai pris le temps pour des joies simples. Une promenade le matin, une tasse de café à la fenêtre. La vie que je construisais n'avait pas besoin d'être grande. Elle devait être la mienne. L'argent ne me définissait pas, mais il me donnait le silence pour me définir. Parfois, j'imaginais ce qui se passerait s'ils l'apprenaient, s'ils essayaient de renverser ce qui avait été fait. Mais je m'étais préparé à ça aussi. J'avais des lettres rédigées, des comptes gelés derrière des mots de passe et des contingences. J'avais retracé chaque ligne de ma vie jusqu'au début et l'avais marquée pour moi. S'il venait, il ne trouverait si pas un vieil homme dans un fauteuil, mais une forteresse faite de chiffres, de dates et de décisions. Je ne me cachais pas, je choisissais, et chaque dollar, chaque transfert, chaque papier signé était une décision de ne pas être effacé. Je pensais plus souvent à ma femme maintenant. Elle avait toujours géré le budget. Je me suis souvenu de la façon dont elle pinçait les lèvres en calculant les factures à la table de la cuisine. Elle serait fière de ça, je pense, non pas de l'argent, mais de la résolution, du soin, du refus d'être diminué par les personnes mêmes qui devaient leur vie à notre travail. Je ne me voyais pas comme malin, juste éveillé. Enfin, les comptes étaient modestes par rapport à certains, mais ils étaient à moi, intacts, intouchables. Et dans un monde qui rend souvent les personnes âgées invisibles, ce seul fait était une sorte de pouvoir. Je ne voulais pas de vengeance. Je voulais une protection. Et maintenant, je l'avais. Ils sont revenus un mardi, juste après midi. Je le savais parce que j'avais vérifié l'horaire des vols 3 fois la veille, suivant l'escale et l'heure d'arrivée avec la même précision que j'appliquais autrefois au plan d'ingénierie. Ils arrivaient de Phoenix, encore bronzés de leur voyage d'affaires, ou peut-être de leurs vacances, bien que j'ai cessé d'essayer de faire la distinction entre les deux. Pour eux, le temps passé loin était devenu un flou de commodité et d'opportunité. J'étais devenu l'inconvénient. Je suis resté dans le même petit appartement que j'avais loué discrètement des mois auparavant. Les murs étaient encore nus, non pas par manque de goût, mais parce que j'avais appris à apprécier l'impermanence. Je n'avais aucun désir de recréer le passé. J'avais seulement besoin de respirer. La bouilloire sifflait sur la cuisinière. Les fenêtres étaient ouvertes pour laisser entrer l'air du début de l'automne, et je pouvais presque entendre le premier crissement de leurs pneus roulant dans l'allée que je ne possédais plus. La maison, ma maison, se tenait exactement là où elle avait toujours été, enveloppée de briques usées et d'ombres douces, mais elle ne leur répondait plus. Pas légalement, pas structurellement. Ils l'avaient vendue à un acheteur sans visage, souriant à la somme, sans réaliser qu'il ne l'avait jamais possédée en premier lieu. Du moins pas de la manière qu'il pensait. Leur nom n'était jamais sur l'acte de propriété original, seulement ajouté plus tard par une persuasion polie et un scénario bien rodé. Mais le papier dit la vérité, et mon avocat et moi avions préparé la vérité bien avant qu'ils ne comprennent qu'ils en auraient ma besoin. Alors qu'ils se tenaient sur le porche cet après-midi-là, j'ai imaginé le moment où la clé refuserait de tourner. Cette petite trahison métallique, le tâtonnement, l'incrédulité, le passage de l'amusement à l'inquiétude. J'ai imaginé la façon dont leur corps se penchait, inspectant la serrure comme des amateurs,
tapotant la poignée, la secouant comme si la confusion était un outil. Mais les serrures avaient changé, pas récemment, bien avant la vente. L'acheteur avec qui il pensait avoir signé n'avait jamais existé. Du moins pas en dehors d'une chaîne de sociétés de holding qui revenait à un seul compte silencieux à mon nom. Un cercle fermé, comme une boucle de fil terminée, bourdonnant silencieusement d'intentions. Ils n'ont jamais remarqué la nouvelle boîte aux lettres. La plaque en acier brossé ne correspondait pas à l'ancienne en laiton. Ce n'était pas décoratif, c'était précis. À l'intérieur reposait une enveloppe, scellée proprement, qui leur était adressée de ma propre main. Non pas avec colère, avec finalité. Je n'avais pas besoin d'être là. J'y avais déjà été assez. Des années à balayer les sols et à sceller les fenêtres. Des années à couvrir des retards de paiement d'hypothèque et des réparations de plomberie. Des années de babysitting au milieu de l'hiver pendant qu'ils prenaient l'avion pour des endroits dont je n'entendais plus les noms. J'avais fait ma part. Et maintenant, j'en avais fini de jouer le rôle du bienfaiteur invisible. J'avais placé la note dans une simple enveloppe manille, mais le contenu était tout sauf ordinaire. Elle contenait des copies du transfert de propriété originale, montrant l'annulation que j'avais effectuée des mois auparavant. Elle incluait des relevés bancaires, des déclarations sous serment notariées et une clause silencieuse mais complète révoquant toute procuration qu'il pensait détenir. Je n'ai écrit aucune insulte, aucune accusation, juste des faits, juste du papier. Et au bas de la page, j'ai écrit la phrase que je portais dans mon cœur depuis que j'avais surpris l'appel téléphonique. Vous avez oublié que j'écoutais, mais je n'ai jamais cessé de me souvenir. J'ai imaginé le cri, aigu, soudain, résonnant sur le porche vide, puis étouffé par l'incrédulité. Peut-être qu'ils ont pensé que c'était une blague. Peut-être qu'ils ont pensé que ça pouvait être annulé. Mais je savais mieux. Une fois qu'une vérité est révélée, elle ne peut être repliée dans le silence. De retour dans mon appartement, je me suis versé une tasse de thé. Le silence semblait mérité maintenant. Pas solitaire, pas amer, juste propre. Je n'avais pas besoin d'être témoin de leur réaction. Leur confusion n'était pas mon problème. J'avais déjà vécu leur commodité. Leur plan qui ne laissait aucune place à l'homme qui avait payé leurs études, qui avait construit le toit sous lequel ils se tenaient là maintenant, confus par sa nouvelle résistance. L'héritage qu'ils imaginaient était parti, non pas gaspillé, non pas volé, mais réorienté, protégé, et toujours actif, générant toujours des intérêts, toujours capable d'aider quelqu'un, juste pas eux. Plus maintenant. J'avais pris des dispositions avec un fonds de logement pour anciens combattants. La maison serait donnée dans 6 mois, transformée en abri de transition. Ma fille ne comprendrait jamais pourquoi. C'était le but. Certains héritages sont destinés à briser des schémas, pas à les continuer. À leurs yeux, j'étais censé m'effacer, simplifier leur vie en rétrécissant la mienne, emménager tranquillement dans un établissement où mes derniers chapitres pourraient être gérés et programmés. Mais j'avais toujours été un bâtisseur, et les bâtisseurs ne disparaissent pas. Ils renforcent, ils recadrent, ils récupèrent. Ce jour-là, pendant qu'ils se tenaient sans voix sur le porche d'une maison qui n'était plus la leur, j'étais assis à mon bureau, examinant des plans, non pas de bâtiments, mais de l'avenir. Le mien. Il n'était pas somptueux, mais il était à moi. Je n'ai pas répondu à leurs appels, je n'ai pas retourné leurs messages. J'avais dit tout ce que j'avais à dire à l'encre, notarié et envoyé. Parfois, la liberté ne vient pas de l'évasion, mais de la conception. Je ne m'étais pas enfui. J'avais redessiné la carte.
et il n'y figurait plus. J'avais écrit la lettre 3 jours avant l'atterrissage de leur vol. Ce n'était pas impulsif, ce n'était pas dramatique. C'était méthodique, délibéré et aussi silencieux que le reste de mes décisions était devenu. La page est restée pliée sur mon bureau toute une nuit avant que je ne la scelle dans l'enveloppe. Le papier sentait légèrement le cèdre, tiré du fond d'un vieux tiroir de mon appartement où je rangeais ma papeterie de rechange. Il n'y avait rien d'orné, pas de couleur vive ou d'initiales gravées, juste une feuille blanche propre et une encre noire qui portait le poids de tout ce que j'avais retenu pendant trop longtemps. Je n'ai pas écrit pour supplier ou pour expliquer. Je n'ai pas offert d'excuses ou d'avertissements. J'ai écrit pour mettre fin à quelque chose. Non pas ma connexion avec eux, celle-ci s'était déjà flétrie sous le poids de leur silence, mais la fiction dans laquelle ils vivaient, l'illusion confortable où ils se voyaient comme les héritiers de quelque chose qu'ils n'avaient jamais apprécié, les gestionnaires d'une vie qu'ils n'avaient jamais construite, les gardiens d'un homme qu'ils complotaient discrètement d'éloigner. J'ai imaginé leur visage alors qu'ils atteignaient la porte d'entrée. La maison aurait semblé la même au début, briques, garnitures pâles, ombre familière tombant sur le porche. Mais la serrure n'aurait pas répondu. L'air aurait semblé différent, plus froid peut-être, non pas à cause de la température, mais de l'absence d'accueil. La maison avait de la mémoire. Je le croyais. Elle se souvenait de qui l'aimait, qui avait saigné dans ses murs, qui avait parcouru ses couloirs à 3 heures du matin pour vérifier le chauffe-eau, ou se tenir à la fenêtre pendant les orages, juste pour être sûre que les gouttières tenaient. Elle se souvenait de moi, pas d'eux, et scotchés proprement sur le panneau en bois entre la sonnette et le numéro de la maison, ils auraient trouvé l'enveloppe. Leur dernière invitation. Non pas pour revenir, mais pour comprendre pourquoi ils ne le pouvaient pas. Les bords de la lettre se recourbaient légèrement dans la brise, mais je l'avais bien fixée avec du ruban adhésif transparent, positionné parfaitement pour qu'ils ne puissent pas la manquer. C'était la première chose sur laquelle leurs yeux se poseraient après que la clé aurait échoué à tourner. Le contenu était simple. 3 paragraphes. Le premier était une reconnaissance. J'avais entendu l'appel. La vérité accidentelle déversée entre une liste de courses et un rire. J'avais entendu ma fille dire les mots qu'elle pensait que je ne surprendrais jamais. Des mots qu'elle n'avait jamais voulu que j'entende, mais qu'elle a dit quand même, comme si j'étais déjà parti. Le téléphone n'avait pas cliqué comme elle le pensait. Et j'avais entendu chaque syllabe. Le deuxième paragraphe était juridique. Un bref résumé des actions que j'avais entreprises depuis. L'annulation du titre de propriété. Le retrait de l'accès partagé au compte. La suppression de leur nom de chaque document qui nous liait financièrement. J'ai listé des dates, pas des sentiments. J'ai cité des témoins, pas des émotions. Les faits étaient la seule chose avec laquelle ils ne pouvaient pas argumenter. Ils pouvaient crier, ils pouvaient blâmer, ils pouvaient paniquer, mais ils ne pouvaient pas défaire le papier. Pas cette fois. Le troisième paragraphe était celui que j'avais réécrit 5 fois. Non pas parce que j'avais du mal à trouver les mots, mais parce que je ne voulais pas en gaspiller un seul. Je ne voulais pas paraître amer. Je voulais que ça semble propre. Une dernière ligne tracée avec une règle, pas une épée. Je leur ai dit que j'étais en sécurité, que je n'avais aucun besoin de vengeance, que la maison servirait quelqu'un d'autre maintenant, que mon silence n'était pas une punition, mais une limite rendue nécessaire par ce qu'ils avaient choisi de devenir. J'ai signé la lettre de mon nom complet. Pas papa, pas père, juste le nom sur mon acte de naissance. George H. Miller.
parce qu'à ce moment-là, je savais que c'était la seule partie de moi qu'il n'avait jamais pu manipuler. Je n'ai laissé aucune adresse de suivi. J'ai changé de numéro. Le seul numéro qu'il pouvait encore composer sonnait à un service qui offrait un message enregistré poli, informant les appelants que la ligne avait été déconnectée. Ce message, j'imaginais, en disait plus que je ne l'aurais jamais pu. De retour dans mon appartement, je me suis assis près de la fenêtre avec le journal ouvert mais non lu. Mon thé avait refroidi, mais ça ne me dérangeait pas. Je n'attendais pas de nouvelles. Je n'anticipais pas les retombées. J'avais déjà vécu le pire. La trahison qui ne venait pas d'étrangers mais de mon propre sang. La planification dans mon dos. Les réunions avec les courtiers. Le rire en arrière-plan de cet appel. La cruauté désinvolte. Maintenant, il n'y avait pas de cri, pas de confrontation, seulement la réponse silencieuse du papier, des serrures et de l'absence. La maison se tiendrait comme elle l'avait toujours fait, mais elle n'appartenait plus à l'histoire qu'ils avaient essayé d'écrire. Ce n'était plus un trophée, plus un filet de sécurité, plus un nom sur leur projet futur. Elle était revenue à ce qu'elle avait toujours été, la mienne. Et bientôt, elle appartiendrait à quelqu'un qui en avait besoin, quelqu'un dont je ne connaissais pas le nom, mais dont je comprenais les circonstances, quelqu'un sans endroit où aller, quelqu'un qui, comme moi, savait ce que c'était d'être oublié. Il pouvait lire la lettre autant de fois qu'il le voulait, mémoriser chaque phrase, analyser l'écriture, s'emporter contre la formulation. Rien de tout cela ne changerait la vérité. Ils avaient parlé de mon éloignement comme si j'étais un fardeau. Ils avaient prévu de m'effacer avec la bureaucratie et les maisons de retraite. Mais j'avais toujours cru en l'architecture, en la structure, en la force invisible des poutres cachées derrière les murs, dans le processus lent et régulier de supporter le poids jusqu'à ce qu'il puisse être libéré. Je ne m'étais pas effondré, je ne m'étais pas écroulé, j'avais renforcé, et la lettre sur la porte, c'était la dernière poutre, non pas pour soutenir quoi que ce soit, mais pour les garder à l'extérieur. Le matin de leur retour, je le savais avant que le téléphone ne vibre, avant que la nouvelle ne parvienne du cabinet de l'avocat, avant que quoi que ce soit ne m'atteigne directement. Ce n'était pas de l'intuition, c'était de la géométrie. Tout ce qu'ils avaient construit reposait sur des suppositions, et les suppositions font de piètres échafaudages. J'avais simplement enlevé quelques poutres invisibles, et le reste n'avait d'autre choix que de tomber. Leur vol avait atterri tard la nuit précédente. J'avais vu l'itinéraire il y a des mois, laissé ouvert sur le comptoir de la cuisine de ma fille, un après-midi où elle avait oublié que je pouvais encore lire à l'envers. Première classe, vol de nuit, 3 villes en 10 jours, avec des réunions immobilières dans 2 d'entre elles. Mon nom n'était pas mentionné, mais ma maison l'était. Ma vie l'était. Ils planifiaient non pas un retour à la famille, mais un retour au profit. Je n'étais plus un homme à leurs yeux. J'étais un inventaire. Pendant leur absence, ma fille avait agi rapidement avec son avocat, plus vite que je ne l'aurais cru. Ils avaient des signatures prêtes. Ma signature, du moins c'est ce qu'ils pensaient, je les imaginais souriants, confiants que les documents étaient pratiquement scellés. Mon nom, falsifié ou obtenu sous la contrainte, était censé tout autoriser. Mais ce qu'ils n'avaient pas envisagé, c'est que j'avais déjà agi le premier. Des mois plus tôt, j'avais pris rendez-vous. Un autre avocat. Un homme silencieux avec des lunettes à monture métallique et un bureau qui sentait le lin et la poussière. Il n'a pas posé beaucoup de questions après que je lui ai montré l'enregistrement. Il a juste hoché la tête,
pris des notes, fait des copies et préparé les papiers que j'ai signés avec une main qui ne tremblait plus. Le titre de propriété, les détails de la succession, le testament. Tout a été redessiné, réorganisé et repositionné. Ils avaient su jouer avec un scénario écrit sur l'eau et j'avais gravé le mien dans la pierre. Alors, quand ils sont rentrés à la maison, je n'étais pas là. Et la maison ne s'est pas ouverte pour eux. Ils m'ont appelé, d'abord avec irritation, puis avec inquiétude, et enfin avec panique. Mais le numéro qu'ils avaient ne fonctionnait plus. La messagerie vocale avait été désactivée. L'email a été retourné. Leurs contacts, ceux qui m'appelaient Papa ou Monsieur Miller, avaient été gentiment informés que j'avais déménagé et que je n'étais plus disponible pour communiquer. Ils ont ensuite essayé l'avocat. Pas le leur, le mien. Son bureau a pris leur appel, les a mis en attente, puis les a transférés à quelqu'un qui avait la tâche peu enviable d'expliquer, dans un langage neutre, que la maison avait déjà été vendue, que les profits avaient été alloués, que les nouveaux propriétaires avaient les clés, que les documents qu'ils avaient rédigés n'avaient aucune valeur juridique, que la procuration qu'ils pensaient détenir avait été révoquée des semaines auparavant. On m'a dit que leurs voix se sont tues à l'autre bout du fil. Non pas de tristesse, de calcul. Le genre qui n'apparaît que lorsque les gens réalisent que leur jeu est terminé et que les pièces ne leur obéissent plus. Ils sont quand même allés à la maison, espérant toujours que c'était une erreur. Peut-être que l'avocat bluffait. Peut-être que les serrures étaient défectueuses. Peut-être que j'étais sorti par la porte de derrière et que j'étais toujours quelque part à l'intérieur. Mais la maison les a accueillis comme une étrangère. Froide, sans ciller. La lumière du porche vacillait parce qu'elle avait été recablée. Les rideaux avaient changé. La voiture dans l'allée appartenait à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas frappé. Ils sont juste restés là, sur le seuil où je me tenais autrefois après avoir réparé leur vélo d'enfant, où je m'étais appuyé avec des mains écorchées après avoir peint les gouttières, où je les avais accueillis avec de la limonade ou des couvertures selon la saison. Ce seuil n'était plus le leur, et scotchée à la porte se trouvait la lettre que j'avais laissée, celle que j'avais écrite des jours auparavant, anticipant ce moment avec le genre de clarté qui ne vient que de la trahison. Il ne s'agissait pas seulement de protéger la propriété, il s'agissait de récupérer l'histoire. Ils avaient essayé de réécrire la mienne sans permission, et maintenant, ils voyaient la fin révisée pour la première fois. De retour dans mon petit appartement, j'ai préparé du thé et j'ai ouvert la fenêtre. La brise était douce et le monde n'avait pas changé. Mais moi, si. Mon espace était calme, mes décisions les miennes. L'appartement était plus petit que la maison, oui, mais il me convenait. C'était la bonne taille pour un homme et la vérité. L'argent de la vente était intact dans un nouveau compte. Non pas pour la vengeance, non pas pour la grandeur, pour la sécurité, pour la solitude, pour l'acte simple de dire « j'existe, j'ai enduré et je n'ai pas cédé ». Je n'ai pas observé les retombées. Je ne me suis pas connecté pour voir s'ils publiaient de vagues plaintes sur les réseaux sociaux ou s'ils se démenaient pour couvrir l'embarras auprès de leurs amis. Je n'ai pas attendu un deuxième appel ou une autre lettre. Le chapitre était clos. J'ai pensé au mot « effondrement » et à la façon dont il était souvent utilisé pour décrire des catastrophes soudaines, des bâtiments qui tombent, des ponts qui s'écroulent. Mais les vrais effondrements, ceux qui durent, se produisent lentement. Non pas avec le feu ou les cris, mais avec le silence et l'inévitabilité.
Leur plan s'est effondré non pas parce que je l'ai abattu, mais parce qu'ils n'ont jamais considéré que je tenais encore debout. Et maintenant, ils allaient apprendre ce que c'était que de se tenir à l'extérieur de quelque chose qu'ils pensaient posséder, lisant des mots qu'ils n'attendaient jamais d'un homme qu'ils ne comprenaient plus.